tous. Comme vous l'indiquez, je vais vous parler de choses qui sont un petit peu plus loin que le web. On va parler d'objets connectés, on va parler surtout de robotique, on va parler un petit peu d'IA, des choses qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui ont beaucoup de buzz. On va essayer de voir un petit peu plus clair et au-delà de ce qu'on entend, je dirais en général, voir quelles sont les tendances lorsque ces différents secteurs se rencontrent. Alors tout d'abord les objets connectés. Bon, les objets connectés, vous savez tous de quoi il s'agit. On entend beaucoup de choses à leur propos. On entend beaucoup de choses dans les médias, des chiffres parfois, ou même souvent invérifiables. Si vous regardez un petit peu la littérature, on vous annonce d'ici 2020 des milliards d'objets connectés. C'est des chiffres, moi je ne sais pas vérifier. Un autre chiffre qui m'a fait assez sourire, que j'ai relevé, General Electric, qui dit qu'il y aura 15 000 milliards de dollars de revenus générés en 20 ans grâce aux objets connectés. Ne me demandez pas d'où ça vient. Comment ils ont trouvé ce chiffre, voilà. Dans les médias, on entend beaucoup de choses. Il y a un intérêt évident de la part des sociétés pour mettre en avant le virage qu'ils sont en train de prendre. Plus prosaïquement, c'est un marché qui est naissant, qui est en croissance, avec des chiffres qui sont beaucoup plus normaux. Sur 2015, le marché des objets connectés il est en croissance de 20%. C'est bien, c'est pas extraordinaire. Ça, ce sont des chiffres vérifiés. En parallèle, vous avez quand même des annonces qui sont significatives. IBM qui annonce 3 milliards de dollars d'investissement sur 4 ans pour sa business unit dédiée aux objets connectés. Donc, il y a un petit peu des chiffres qui vont vers l'emphase et des chiffres beaucoup plus réalistes. Bon, ce qu'on sait, évidemment, c'est que les objets connectés, c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui crée de l'activité, qui crée de l'emploi et qui crée du revenu. Alors, qui sont les acteurs? Les acteurs, traditionnellement, si je vous demande quels sont les acteurs des objets connectés, je pense que très rapidement, vous allez me sortir Apple, Google, Samsung. Voilà. Ce sont des boîtes qui sont assez en avance là-dessus, mais on va retrouver, en termes d'investissement, en termes de communication dans les médias, on va retrouver beaucoup les grandes entreprises de l'électronique en public. Vous avez Intel, vous avez Cisco, vous avez IBM, vous avez Microsoft. C'est assez drôle de remarquer que ceux qui ont loupé le virage de la mobilité, du smartphone, font tout pour rattraper un petit peu le wagon. Intel met beaucoup d'argent là-dedans. Avec la mobilité, Intel n'a pas explosé comme ils auraient dû. C'est plutôt des architectures à base de ARM ou d'autres architectures qui ont pris le pas. Donc ils essaient un petit peu de ne pas se laisser distancer aussi sur cette révolution. Donc les grandes entreprises investissent, mais il y a aussi donc, des pure players qui sont créés. Vous connaissez certainement au moins certains de ces noms, sinon tous. Des boîtes à taille plus modeste qui créent une activité uniquement sur les objets connectés. Alors, ce qui est très encourageant, c'est parmi ces noms que vous avez là, vous avez beaucoup de Français. Sensei, Wissings, Menatmo, Parrot sont des Français. Pour une fois, il semblerait qu'on n'ait pas loupé, en tout cas pas trop, le wagon des nouvelles techno. Voilà. Alors, les objets connectés, rapidement, on va faire le tour, mais je vais passer très rapidement parce que je suis sûr que vous maîtrisez exactement ce dont il s'agit. On va parler, quand on pense objets connectés, à tout ce qui est wearable computing, tout ce qu'on porte sur soi, le bracelet connecté, pour tout ce qui est la santé connectée, le sport. On pense également aux montres connectées, vous avez l'iWatch, tous les grands que j'ai cités tout à l'heure ont sorti leurs montres connectées, Samsung, LG, Nokia. Sony a sorti, voilà, tout le monde essaie de sortir sa montre connectée, pas se laisser distancer. Tout le monde regarde Apple et puis on essaie de courir derrière. Et puis vous avez aussi beaucoup d'objets connectés dans le quotidien, à des endroits où on n'aurait pas imaginé. La fourchette connectée, la Bifork, je vais vous dire attention, mangez pas trop vite, ce que vous dites ou ce qu'on dit à nos enfants. La balance connectée, qui va vous dire si vous êtes en ligne avec ce que vous pensiez être. Donc je vous rassure, c'est pas ma balance connectée, hein, 54,3 kg, c'est pas moi, alors j'ai qu'un pied.
La brosse à dents connectée, tout ce qui est l'hygiène, hein, on parlait de sport, on parlait de la santé, l'hygiène, le sommeil connecté. Est-ce qu'on dort bien? Comment est-ce qu'on peut améliorer le sommeil? Comment est-ce qu'on peut analyser son sommeil? Ça évitera peut-être de prendre des pilules. Des objets connectés qui vont essayer de mettre en avant le côté design, mais toujours dans la santé connectée. Des objets connectés sur la sécurité à la maison. Objet connecté, c'est aussi un nouveau nom pour dire domotique. Hein. La domotique, c'était il y a encore quelques années, ça existe encore. Ça n'a jamais vraiment pris parce que c'est un truc de geek, c'est un peu cher, c'est compliqué. Maintenant, ça commence à être beaucoup plus simple et on appelle ça comme objet connecté à la maison. Mais grosso modo, on reste à peu près dans les mêmes applications. Donc là, vous avez une serrure connectée, fini la clé, et on va passer le bracelet pour pouvoir ouvrir la porte et s'identifier. Alors on peut continuer comme ça à l'infini, hein. Vous avez des objets connectés pour surveiller bébé, évidemment. Un objet connecté que vous mettez sur le doigt pour ne pas vous endormir au volant, qui va peser si vous avez tendance à piquer du nez pendant que vous conduisez. La cigarette connectée, évidemment. Les plantes connectées, le casque connecté pour la sécurité. Les gants box connectés pour savoir si vous faites assez de sport et si vous le faites bien. Les semelles connectées, celui-là j'adore. Les semelles connectées qui ont deux fonctions, qui calculent votre nombre de pas, comme le font les bracelets, et qui aussi vous chauffent les pieds. Alors ce qui est super drôle, c'est que vous pouvez avoir une température différente sur le pied droit et le pied gauche. Et ça, c'est, je sais pas. Bon, pourquoi pas. Les objets connectés pour les animaux, évidemment. Alors ça peut être utile, hein. Vous avez un animal figure, vous lui mettez un petit objet connecté avec un GPS, vous savez où il est. Mais là, celui-ci m'a fait rire parce qu'il calcule le nombre de pas du chat ou du chien. Savoir s'il fait assez de sport. Pour qu'ils soient en bonne santé. Et évidemment, la sexualité connectée, les sextoys connectés. Voilà, on y est. Bon, alors quel point commun avec tout ça, finalement? Vous avez vu que les objets connectés, ils sont partout. Là, j'en ai mis quelques-uns, mais si on parcourt tous les objets connectés, on en a pour une journée. Les objets connectés, il y en a partout. Soit ce sont des objets connectés qui ont été créés pour, soit ce sont des objets qui existent déjà, auxquels on va rajouter un peu de connectivité. Ça fait moderne, et puis ça fait vendre. Hein, le four connecté, le frigo connecté, ils existaient avant. Samsung fait son four, et puis il rajoute un peu de connectivité. Bon. Quel est le point commun de tout ça? Le point commun, c'est que toutes ces applications, grosso modo, hein, elles ne sont pas vraies pour toutes, mais pour certaines, enfin pour la plupart en tout cas, c'est une liaison unidirectionnelle entre l'objet et une application, généralement sur votre smartphone. Donc en fait, c'est un petit peu réducteur, mais les objets connectés que je vous ai présentés, c'est grosso modo des capteurs. On va capter une information et on va la mettre dans une application sur le cloud ou sur votre smartphone et on va faire un tableau de bord. Ok, c'est sympa, ça peut être utile pour faire du sport, etc. Effectivement, je mesure si je suis efficace, effectivement, dans la manière dont je fais du sport, avec la traçabilité, mais ok, on n'est pas encore dans la vie connectée. On a tous en tête des vidéos, des images de maisons connectées qui réagissent à nos moindres désirs. Et là, on n'y est pas encore. Okay, c'est peut-être ça qui explique aussi qu'on n'a que 20% de croissance en termes de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce manque-là. Voilà un petit peu pour les objets connectés, je vais revenir après. Donc, moi, je viens plutôt du domaine de la robotique de service. Alors, juste, on va faire une petite parenthèse, qu'est-ce que la robotique de service? La robotique de service, c'est, comme les objets connectés, c'est plein de choses. C'est grosso modo, si vous avez une définition un peu simple, voire simpliste, c'est tout sauf la robotique industrielle, qui a des origines technologiques un peu différentes, plus basées sur l'automatisme, les premiers robots industriels c'est les années 60. La robotique de service c'est plutôt les années 80, ça provient de tout ce qui est IT, qui est plus basé sur l'algorithmique, l'ajout de capteurs, donc des robots plus autonomes. Et ces robots on les retrouve, pareil, dans des activités aussi diverses que la surveillance, ou l'accès à des zones dangereuses, des zones de conflit, des zones irradiées, des robots comme le Fog Paro, qui sont plutôt des robots compagnons pour des personnes âgées, des personnes dépendantes. Alors, on retrouve les drones dans ces activités-là. On retrouve un peu de robots industriels, vous avez ici le robot Nextage ou le robot Stoyer en rouge. Ce sont aussi des robots industriels, mais avec des technologies complètement différentes. Ce sont des robots qui vont se retrouver à côté de l'homme. Le robot industriel classique, il est séparé de l'homme par une cage, parce qu'il est trop dangereux.
Il fait toujours la même chose de manière très rapide, très précise, mais si vous le mettez sur le chemin du robot, il ne va pas s'arrêter. Ces robots-là sont beaucoup plus proches de l'homme, ils se programment par démonstration, on lui prend le bras, on lui montre ce qu'il a à faire, il y a beaucoup plus de flexibilité. Vous avez les robots à la maison, éducatifs, même les robots dans l'espace et la robotique médicale. Voilà, voilà ce que c'est la robotique de service, en termes de domaine. Concrètement, au jour le jour, ce sont des choses plus prosaïques, encore une fois, je dirais même synthèse que pour les objets connectés. Vous avez des robots aspirateurs, je pense que certains d'entre vous ont des robots aspirateurs à la maison, des robots tondeuses, des robots laveurs de vitres, bon voilà, c'est des robots, j'aime pas les classer dans robots ménagers, parce que ça veut dire autre chose, mais voilà, ce sont des robots qui ont une et une tâche, et qui essayent de la faire du mieux possible. Vous avez aussi la voiture autonome, vous avez la Google Car, enfin, les deux versions de la Google Car ici. Alors, aujourd'hui, ce sont des technologies qui existent, mais qui ne sont pas disponibles pour le grand public, essentiellement pour des raisons juridiques, mais aussi un peu pour des raisons techniques. Néanmoins, ce sont des technologies qui arrivent dans nos voitures tous les jours. Aujourd'hui, vous avez des voitures chez Volkswagen, par exemple, comme quoi ils ne font pas que... vous avez des technologies qui vous permettent, vous avez le régulateur de vitesse, vous pouvez le mettre sur l'autoroute en disant je régule ma vitesse à telle vitesse, mais par contre tu t'adaptes à la voiture qui est devant. Vous avez des technologies qui vont vous alerter si vous traversez la ligne, technologies où vous garez tout seul. Tout ça, ça a été développé à la base grâce à des algorithmes issus de ces travaux sur les voitures autonomes. Bon, ok, ça c'était la robotique de service, ce qui existe. Mais quand je vous dis robot à la maison, ce qu'on imagine, c'est plutôt ça. Des robots qui savent tout faire, des robots qu'on voit dans les films, des C3PO, des robots intelligents, qui sont capables à la fois d'arroser les plantes, d'aller faire les courses, de sortir le chien, de nettoyer la maison et de discuter avec moi le soir. Des robots qui savent faire plein de choses, qui savent s'adapter. On n'y est pas du tout. Aujourd'hui, voilà ce que c'est que le robot de service dans un laboratoire. C'est un robot qui n'est pas capable de descendre des escaliers. C'est un robot qui, contrairement à la photo, n'est pas capable de promener le chien. Parce que là, on l'a mis pour la photo avec un chien, mais il va lui manquer beaucoup de capteurs pour savoir si le chien tire la laisse ou pas, s'il est toujours là, s'il peut éviter les obstacles quand il se déplace, etc. On est encore assez loin de tout ça. Pourquoi? Parce que il faut se confronter au réel. Le meilleur modèle du monde, c'est l'humain. Et le monde, la maison, l'entreprise, enfin, l'endroit où nous vivons, c'est un endroit qui n'est pas maîtrisé. Tout à l'heure, je vous parlais de la robotique industrielle. On met les robots dans des endroits maîtrisés. Il y a des cages avec des flux de produits autour. Là, il y a une variabilité qui est énorme. Aucune maison ne ressemble à une autre. Aucune chambre ne ressemble à une autre. Il y a des obstacles potentiellement. Ce sont des habitations qui n'ont pas été faites pour les robots, qui ont été faites pour les humains. Donc il va encore falloir améliorer les robots. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des robots qui proposent uniquement des solutions simples, des services simples. Alors, je vous ai parlé des réseaux connectés, je vous ai parlé un peu des robots, vous voyez venir. Il y a un usage combiné des deux qui est évident. Pour aller plus vers le robot compagnon, le robot assistant, on peut améliorer les robots. C'est ce qui est fait aujourd'hui dans le laboratoire. C'est ce qui est fait aujourd'hui chez Google. On va essayer d'améliorer la perception du robot. Donc plus de capteurs, des capteurs plus efficaces, moins gourmands, avec des meilleurs algorithmes. Ça nécessite d'avoir plus de traitement. Ça nécessite de faire des progrès dans les algorithmes. Vous avez certainement entendu parler de deep learning. Aujourd'hui, c'est ce qui fait un peu buzz dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le deep learning sont des réseaux de neurones un peu particuliers qui ont fait qui ont battu tous les précédents algorithmes en termes de reconnaissance d'image, en termes de traitement de la parole. Ce sont les deep learning qui sont utilisés par Siri, par Cortana, etc. Alors, certes, on le fait. On arrive même à des choses qui sont très bluffantes. Donc là, vous avez un robot qui s'appelle un robot Atlas, et qui est capable de marcher sur un terrain où même nous, les humains, on aurait un peu de mal. Vous voyez? Là, il ne regarde pas où il marche. Il se débrouille. Ça, en termes d'algorithmique, ce sont des choses qui sont assez performantes.
Voilà. On travaille sur garder l'équilibre. Tout à l'heure, je vous ai parlé des robots qui doivent se déplacer à la maison et à fortiori à l'extérieur dans le futur. C'est important, puisque si je demande à un robot d'aller me faire un café dans la cuisine, alors que je suis dans le salon, il faut qu'il se déplace. Ça n'a l'air de rien. Mais il y a peut-être un câble au milieu, il y a peut-être une marche, il y a peut-être un jouet qui traîne. Voilà. Et il faut que le robot sache faire des choses aussi simples que ça. Si je veux qu'il me fasse un café, je ne parle pas après de faire un café, c'est même se déplacer de quelques mètres. Donc vous voyez, il y a quand même des avancées qui sont faites. Et aujourd'hui, évidemment, c'est pas du tout dans les robots qu'on peut avoir à la maison, mais c'est des choses qu'on verra arriver bientôt. J'ai une autre vidéo qui est assez intéressante à voir, c'est la capacité à attraper les objets. Nous, c'est évident, un objet que j'ai jamais vu, je sais comment l'attraper. Pour un robot, c'est dur. Donc là, ça, c'est des choses qui sont faites à l'EPFL à Lausanne, en Suisse. C'est la capacité d'un robot à attraper un objet au vol. Donc ça, c'est extrêmement bluffant. Vous avez un opérateur qui lance un objet, une bouteille vide, une bouteille pleine. Voilà. Et le robot est capable d'attraper l'objet en l'air. Ça, vous avez peut-être vu aussi des vidéos où le robot joue au ping-pong contre un athlète. Voilà. Il y a quand même des progrès qui sont faits. Il y a des progrès. Mais il faudrait faire des progrès dans beaucoup de domaines. En particulier, tout à l'heure je vous ai parlé du robot à la maison, le robot d'aide à la personne. Le robot d'aide à la personne, il va falloir qu'il sache faire beaucoup de choses pour être vraiment utile. Surtout dans le début où il va coûter assez cher. Le robot d'aide à la personne, il va être mis dans des maisons où, certes un peu adapté, où il y aura des personnes dépendantes, des personnes qui ne pourront pas forcément l'aider. Hein, donc des personnes âgées. On va avoir une population vieillissante dans tous les pays développés. Donc les robots, il va falloir qu'ils sachent faire beaucoup de choses. Donc les algorithmes que je vous ai montrés jusqu'à présent, là, certes on y travaille, mais il va falloir beaucoup travailler dans plein de domaines et intégrer tout ça dans des robots et faire en sorte d'avoir des robots pas trop chers. Donc finalement, un autre aspect, une autre manière d'arriver à tout ça, c'est aussi soit on rend les robots plus performants, soit on rend l'environnement plus performant. L'environnement, c'est évidemment mettre des objets connectés dans l'environnement pour que le robot puisse connaître, puisse savoir ce qui se passe dans son environnement immédiat. Donc dans une maison adaptée où il y a des personnes dépendantes, c'est une maison qui va pouvoir se dire où est la personne, dans quelle position elle se trouve, dans quel état, depuis combien de temps elle est dans sa chambre, aux toilettes, à la salle de bain. Est-ce que c'est normal par rapport au pattern qu'on a actuellement, qui va pouvoir donner une indication sur la température du lieu, est-ce qu'il y a des problématiques particulières en termes d'incendie, de gaz, etc. Voilà. L'idée, c'est de rapprocher un peu ces deux révolutions en parallèle, qui sont la robotique de service, les objets connectés, et les faire travailler ensemble. Et les deux ont un potentiel qui est extraordinaire en termes de collaboration. Alors, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons dans la société, qui s'appelle Génération Robot. On travaille sur l'augmentation. Voilà, dans un projet qui s'appelle Azaou, qui est un projet de recherche en collaboration avec des universités, notamment l'université lyonnaise. L'idée, c'est d'augmenter les objets pour en faire ce qu'on appelle les objets cyberphysiques, des objets qui sont à la fois dans le monde physique et qui se projettent dans le monde virtuel et qui sont capables de déclarer dans le monde virtuel des capacités, des fonctionnalités. Et l'intérêt de tout ça, c'est de passer au-delà de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire un lien point à point entre un objet et une application. C'est que ces objets vont se déclarer sur un internet local, la box de ma maison, la box de boutique, ou dans le cloud, tout simplement, qui peut être un cloud public ou privé, et dire voilà, moi je suis un thermostat, je suis capable de mesurer la température en degrés Celsius de cette pièce. Et si on a comme ça pas mal d'objets qui sont capables de faire la même chose, si vous avez, moi je suis le moteur, le moteur des volets roulants, je suis capable de lever et baisser les volets roulants, moi je suis le compteur connecté, je suis capable de mesurer la consommation instantanée, etc. Et bien derrière on va avoir un système qui va, des objets qui vont dialoguer entre eux pour proposer de nouveaux services. Le nouveau service, ce sera quoi? Ça va être ajuster de manière automatique la luminosité pour garder une température idéal en fonction du moment, en fonction du contexte. Il n'y a personne dans la maison, la température elle peut baisser un peu. Il y a quelqu'un dans la maison, je vais remonter la température. Tout ça, on va essayer d'améliorer le confort, on va essayer de diminuer la consommation électrique. Tout ça c'est possible si tous les objets dialoguent entre eux.
Si en plus vous avez un robot à la maison qui est capable de se déplacer, de manipuler des objets, eh bien on va pouvoir aussi interagir sur l'environnement immédiat. Et donc avoir une boucle comme ça entre les objets connectés qui mesurent, qui fournissent de l'information au robot qui agit, qui modifie l'environnement, qui modifie les mesures, etc., etc. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui... On n'est pas les seuls à faire ça. Hein. C'est travaillé dans beaucoup d'entreprises au monde, c'est travaillé dans beaucoup de labos. Et ces deux révolutions vont travailler de concert. Et ça peut être à mon avis, c'est une des évolutions possibles pour la révolution des objets connectés. Voilà ce que je voulais dire. Il me reste 3 petits slides, comme on est ici à Ben Webmix, sur les technologies pour des gens qui viennent de l'Internet et qui veulent se mettre à faire des objets connectés ou à faire des robots. Qu'est-ce qu'il faudrait utiliser comme technologie? Alors vous le connaissez peut-être, je ne sais pas. Ce sont des technologies open source, des petites cartes électroniques faciles à programmer. Certaines vous demandent même pas de vous rappeler de vos cours de lycée en termes d'électronique, même pas de faire de la soudure. Vous pouvez faire comme ça des objets, des prototypes très rapidement et voir si ça fonctionne. Donc avec Arduino qui est très connu, si vous venez du monde Microsoft, utilisez Gadgeteer, c'est extrêmement facile à utiliser, pas de soudure, et vous développez en C# des gadgets, des objets connectés. Intel, je l'ai dit, qui mettait pas mal d'argent, ils ont sorti leur Intel Edison, qui est aussi une technologie. Voilà. En termes de connectivité, c'est un terme important quand on parle d'objets connectés. Vous avez différents types de technologies possibles. On pense évidemment au Wi-Fi, mais quand on parle d'objets connectés en dehors de la maison ou en dehors de l'entreprise, ça peut être d'autres réseaux, d'autres types de communication, des communications radio type XBee, la 3G, la 4G vraiment. Vous avez des choses, vous connaissez Sigfox certainement, la boîte toulousaine qui a levé plus de 100 millions d'euros, les réseaux LoRa, voilà. Et vous avez le NFC, le sans contact. Et si vous faites de la domotique, vous verrez des réseaux comme Z-Wave. Voilà. En termes de logiciels, ça va en dernier slide. Les objets connectés, vous avez pas mal de consortiums qui se mettent en place avec les grandes boîtes que j'ai présentées au début. Méfiance sur ces plateformes standardisées, normalisées. Aujourd'hui, c'est quand même... on sent qu'ils veulent prendre la place, mais ils n'arrivent pas vraiment effectivement à imposer quelque chose. Donc j'arrive dans les plateformes normalisées dans les objets connectés. Aujourd'hui, c'est difficile de se positionner pour suivre l'une ou l'autre. Par contre, dans la robotique, si vous devez faire de la robotique, de service, même des petits robots qui se déplacent, vous avez quelque chose qui s'appelle ROS, Robot Operating System, qui est open source et gratuit, qui vous abstrait beaucoup de choses spécifiques à la robotique. Et puis si vous faites du traitement d'images ou de vidéos, vous connaissez peut-être OpenCV. Voilà, je vous remercie. Nous allons faire passer un micro si vous avez des questions. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Moi j'avais une petite question, on parle beaucoup d'objets connectés. Et comment traiter en fait les zones blanches où il n'y a pas de réseau, justement? Très bonne question. Alors vous avez des réseaux à très longue portée, parmi ceux que j'ai présentés tout à l'heure, les Sigfox, etc., qui portent à plusieurs kilomètres, mais qui ont des bandes passantes très faibles. Vous avez des technologies comme le DTL qui sont en fait des réseaux tolérants aux déconnexions. Donc ça, c'est une technologie où vous avez par exemple un maillage d'objets connectés. Quand il n'est pas connecté, il garde les informations qu'il devait transmettre. Et dès qu'il se connecte à un objet connecté qui passe à proximité, vous pouvez avoir un système de réseau maillé, point à point, pour finalement atteindre Internet. D'autres questions peut-être? Plus de questions. Merci encore pour ta conférence. Bravo. Merci. Je tiens à rappeler à tout le monde que vous pouvez aller